visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Il soit premier. Je pense que tout le monde doit avoir l'honnêteté de reconnaître que ce président, il avait une légitimité vis-à-vis de Ado et vis-à-vis de Bédié. Ça, c'est un fait. Voilà. Il y a Cheikh et puis Ibra qui a une motion pour toi. Cheikh, Ibra, vas-y le premier. Ibra. En fait, ce n'est pas, oui, je suis là. Ce n'est pas une motion, mais c'est un commentaire. Rapidement, en une minute. Ok, fais ton commentaire. Alors, monsieur Sass. Oui, monsieur Sass, faut que vous essayiez de revoir ce qui s'est passé en octobre 99 par rapport à la marche de protestation contre l'exclusion aux élections présidentielles du président Alassane Ouattara du RDR. Marche qui a vu l'arrestation de toute la direction du RD. Allez-y bien revoir, je vous conseille vivement. Deuxième chose. Il y a mettre en vidéo même, on va essayer de voir. Non, je viens. C'est vrai que c'est pas le débat, mais bon, voilà, il n'y a pas de problème, mais c'est pas le débat. C'était une digression. Maintenant, deuxième commentaire, c'est que faut que vous ayez le triomphe modeste, monsieur Sass, parce que pour un président, je parle bien sûr du président Laurent Gbagbo que je respecte, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, obtenu 38% des voix au premier tour, alors que votre challenger, donc celui qui vient en seconde position, a obtenu donc 32% des voix. Ce n'est pas une prouesse. Je répète, un président qui a gouverné pendant 10 ans et qui obtient seulement que 38% au premier tour d'une élection présidentielle avec son challenger qui vient à la deuxième position à 32%, ce n'est pas une prouesse. Je dis bien que ce n'est pas une prouesse. Donc, ayez le triomphe modeste. Je peux intervenir. Non, je peux faire une minute là rapidement. Comme elle avait dit, c'était... Il y a Ibra qui a fini sa motion, non? On va prendre la motion de Cheikh. Il y a Ezekiel aussi qui n'est pas de même avis que vous tous, qui est forcément du côté des Cheikh et puis Ibra. Donc du coup, j'ai 3 RHDP sur ce panel. Merci beaucoup. Alors, oui, Cheikh, fais ton commentaire. Nina, il a te dit au revoir. Il faut faire monter quelqu'un. Moi, je vais aller dormir. Tu vas dormir. Tu vas dormir. Oui, donc... C'était juste pour vous dire au revoir. Non, Nina, tu peux pas faire Ecclésias RHDP comme ça. Attends que lui-même il le dise parce que. Il n'a pas besoin de dire. Si lui m'a dit les RHDP, on fait front commun ensemble. C'est un loup déguisé, Ok, Sax, je vais pas répéter ce que Ibra a dit, mais moi j'ai rebondi sur 2 choses. En 2000, c'est le FPI qui était candidat face au président Gueye. Et en 2010, c'est la LMP, c'est pas la même chose. C'est un groupement. Et tu vas voir les visages qui apparaissent dans la LMP en 2010 là, sont pas forcément les mêmes que le FPI en 2000. Ça veut dire qu'il y a eu des mutations, il y a eu des grands changements. Et surtout, quand tu fais ton analyse, faut tenir compte du contexte. On est en Afrique. Généralement, en Afrique, quand les gens ils gèrent le pouvoir là, aux élections, là, c'est très difficile de les battre au premier tour. Il y a quelques rares exceptions, mais c'est très, très difficile. Et même le score qu'il a fait, là, si on tient compte du contexte africain, on dirait qu'on était un peu proche de l'échec. Ça, c'était la première parenthèse par rapport à ton analyse. Maintenant, la deuxième, tu dis qu'il faut laisser les gens marcher s'il n'y a pas d'acte de vandalisme. Moi, je pense que un président responsable, il a un service de renseignement. Si c'est qu'une marche, c'est pour aboutir à une insurrection. Parce que quelle motion pour toi quand tu as fini là? Oui, c'est qu'on remarque avec vous ou bien avec l'opposition, comme Ibra a dit que il faut les laisser marcher, il faut encadrer. Ce que moi je peux dire, je pense qu'il y a des services de renseignement. À chaque fois qu'il y a ce type de marche, il y a des cyberactivistes et non des moines. Il y a Soulé de Paris, il y a Gbagbo Koné qui est cadre au PBACI. Ils appellent toujours à l'insurrection parce que à la veille de toutes les marches, ils disent que le pouvoir va tomber le lendemain. Et je pense pas qu'en France, s'il y a une marche des Gilets jaunes et que certaines personnes se mettent sur la toile pour appeler au renversement de Macron, que le service de renseignement laisserait faire. Donc, on peut peut-être dire qu'il faut attendre qu'il y ait des graffuges avant d'interpeller les gens. Mais si le service de renseignement juge qu'il y a un risque d'insurrection, la marche serait interdite. Et ça, il faut vraiment te mettre ça dans la tête. Avec Ouattara, là, je pense pas. En 2020, comme il a dit, il a été surpris. Ça m'étonnerait en tout cas qu'il soit surpris en 2025. C'était juste ça. Il attend la motion de Nina.
D'accord. Ça, donne-moi une minute. Après, vous allez répondre à son commentaire. Monsieur Cheikh, Nina, moi je vais vous penses-tu laisser. que... Merci de m'avoir donné la parole. D'accord. Ibra, à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne J'ai nuit. une motion pour M. Ibra, pardon. Nina, pardon, avant qu'il ne Ah, descende. oh, Non, il est parti, il est déjà parti. fatigué. Il est fatigué. Check est là, check est là. Il Check est est déjà là. parti. Ah, c'est à lui-même, il avait affaire, il a fui. Non, chaque est là, c'est la même équipe là, t'inquiète pas. Et puis Ecclésias sera là peut-être. Comme il dit, il n'est pas dit. Et MGC. Ok. On peut parler. D'accord. Donc, ma motion pour MGC que Cheikh. j'aime. Comment on appelle ça? Ma motion pour Cheikh. Oui, ma motion pour Cheikh était, ouais, voilà. Alors, en 2000, la même question tout à l'heure, j'ai posé à Dominique. Penses-tu que Gbagbo pesait lourd devant Ado et puis Bédié, Fafa, élection, il tombait ou pas? Sans bêtise, sans guérir. Ben, ça va être difficile pour moi de dire qu'il tombait ou pas, mais je suis sûr que si l'élection avait eu lieu, la probabilité qu'on ait un deuxième tour serait très élevée. La probabilité qu'on ait un deuxième, parce que la preuve là, je peux définir la preuve comme étant la suite logique des élections suivantes. Parce que après les législatives, le FPI a eu du mal à être majoritaire à l'Assemblée nationale. Et les élections municipales qui ont suivi, ils ont eu encore du mal à mailler tout le terrain. Si on fait un calcul politique que les maires là étaient des relais du RDR à l'époque et qu'ils allaient voter pour le président, ils allaient amener certaines populations à voter pour le président Ouattara, je pense que ça aurait changé la donne. Maintenant, d'aucuns me diront que les élections législatives et municipales là n'ont pas de rôle. Mais moi, je raisonne en scientifique. Généralement, quand tu as une bonne Wi-Fi et que tu as un relais, le relais là, c'est pour t'amener le signal de la bonne. Donc, si il y a un président et qu'il y a un conseil régional dans une ville, dans la probabilité que ces personnes-là votent en majorité pour ce président-là, de façon pratique, c'est élevé. Et c'est ce qui s'est passé en 2023. Maintenant, en face d'Oufoué, là, il est allé aux élections avec Oufoué. Donc, ça veut dire que quand il a perdu, en fait, toi, tu n'étais pas né en face d'Oufoué. Quand il est allé aux élections avec Oufoué, tu étais né? Non, je pense, non, je peux dire, même si j'étais né, j'étais bébé. Donc, j'ai pas grand chose. Ok, donc tu es un pépéro, d'accord. Un jour, j'ai écouté une de ses vidéos récentes, il a dit qu'en face d'Oufoué, il avait gagné à Korogo, mais ils ont donné la victoire au président Oufoué. Nina, pardon, une question technique. Nina, une question technique. Il y a Ezekiel qui m'attend pour une motion. Si je veux bien comprendre ce que tu as dit, l'élection législative et municipale, là, ça pourrait faire basculer en fait l'élection présidentielle, comme tu as parlé en scientifique. Une question rapide. Hein. Penses-tu que avec Adama Bictogo, qui est maire de Yopougon, M. Ouattara peut remporter, s'il y a une élection Ouattara-Gbagbo-Laurent, M. Ouattara peut gagner à Yopougon? Non, même s'il ne gagne pas à Yopougon, mais tu peux même prendre les élections de 2010. Même quand la personne ne gagne pas dans la zone, ses points augmentent. Quand tu regardes entre les deux... Non, en fait, je vais sur ce que tu as dit. Oui, non, mais c'est la même logique. Je vais dire quoi? Si Bitogo arrive à être maire à Yopougon, là, tu verras que la prochaine élection, si jamais Ouattara est candidat, le score qu'il faisait avant, là, va être encore plus par rapport au poids de cette personne. Mais moi, ce que je veux percevoir dans ça, c'est que malgré que M. Bitogo soit maire et que Gbagbo Laurent soit candidat, le RDR ne peut pas gagner le FPI à Yopougon. Non, c'est pourquoi je t'ai parlé de conseil régional qui est un peu plus compliqué que la mairie. On peut pas. Le problème du RDR, il y a des zones où, que tu le veuilles ou pas, ce sont des zones qui ont une emprise au niveau du FPI. Et les géographes te diront que quand ils étudient la sociologie de Yopougon, on trouve plus la population de l'Ouest dans cette zone, qui est une zone qui est favorable au président Laurent Gbagbo. Donc, c'est des faits. Mais peut-être que si le RDA là-bas avec 40%, bien 20%, ils vont se retrouver à 35%. Et ça s'est senti dans le deuxième tour des élections. Le nombre de voix à Yopougon a augmenté parce que le PDCI nous soutenait. Mais quand tu prends une ville comme Daloa, où Mamadou Touré est président du conseil régional, et il a battu Djedje Madi, qui est du PDCI, et il bat Stéphane Kipré, qui est du PPACI et qui est de la région,
il va s'en dire que indirectement, s'il y a une prochaine élection, c'est fort probable que le président Ouattara gagne et avec le même quota, puisque avant c'est à Daloa-Ville seulement que les gens gagnaient. Et puis, et en plus de ça encore, pour te montrer l'assentiment de la population, il faut voir ce que Mamadou Touré est en train de faire dans la région. Il y a des villages qui sont... Merci à monsieur. Il y en a qui gagnent en compte. Regarde, il y a un prochain conseil régional, je pense en fin de semaine là. Tu prends tous les villages, beaucoup de villages de Daloa, il y a adduction en eau et puis il y a électricité. Je pense qu'ils vont voter qui après ça. C'est une question de bon sens. D'accord, on va écouter M. Ezekiel qui me demande depuis, après Das va prendre la parole. Ah oui, M. Ezekiel, allez-y. Il n'y a pas Ezekiel, c'est Ecclésias, Ecclésias, allez-y. Ok, j'aimerais intervenir un peu sur 3 points. Le premier point, c'est concernant l'élimination des candidats. Moi, je pense que en politique, tous les coups sont permis. Le plus important, c'est d'atteindre le pouvoir et de mieux gérer le pouvoir. Et c'est ce qui se passe en Europe. Vous voyez tout dernièrement que Marine Le Pen, elle est poursuivie par la justice. Tout ça, c'est pour l'éliminer. En politique, là, si tu as quelqu'un qui est dangereux, si tu peux l'éliminer, élimine-le, tu vas atteindre le pouvoir, tu vas mettre ton plan en place. C'est ça qui est le plus important. Ça sert à rien de se jouer les gros bras. Oui, je suis le plus fort, je suis pas le plus fort. Le plus important, c'est le pouvoir. Ma deuxième intervention, c'est concernant le président Laurent Gbagbo. Vous avez le président Laurent Gbagbo, son vrai problème, c'est un problème communicationnel. Gbagbo, il communique mal. En 2000, lorsqu'il a pris le pouvoir, il dit on est arrivé au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Et c'est ce mot-là, c'est cette phrase-là qu'ils ont utilisée que l'opposition a utilisé pour mener certaines actions. Et lorsqu'il a organisé le forum de la réconciliation, il a dit quoi? L'article 35, ils ont choisi l'article 35 pour le cas Alassane Ouattara. Et vous voyez tout ça. Et c'est c'est son intervention-là qu'ils ont utilisée pour légitimer la rébellion. Donc, le problème du président Laurent Gbagbo, il y a quelqu'un qui l'a dit, il veut tellement dire la vérité que vers la fin, lui-même, là, ça se retourne contre lui. C'est pourquoi Gbagbo, le problème dans le camp du président Laurent Gbagbo, les gens ont l'impression que Gbagbo, c'est un Superman. Et donc, tout ce qu'il dit là, les gens ne veulent pas le contredire, ou bien les gens ne veulent pas le canaliser. Regardez un peu, les gens m'ont dit que je suis RHDP. Moi, je ne suis pas RHDP, mais je trouve que le président Ouattara, il est mieux structuré. Vous comprenez un peu? Quand Gbagbo était au pouvoir, c'est Gbagbo qui a fait gagner le président Ouattara. Pourquoi? Parce que Gbagbo a présidentialisé le président Ouattara. Il lui a donné un costume de président. On parlait des 4 grands. Quand Gbagbo fait quelque chose, on invite Ouattara et les deux sont sur, et le président Bédié, et les deux sont au même niveau. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, est-ce qu'il se met au même niveau que Gbagbo? Non, hein? Ouattara ne se met pas au même niveau que Gbagbo parce que Ouattara, il a tiré les leçons des erreurs de Gbagbo. Il sait qu'en politique, là, si ton adversaire, tu lui donnes un costume de président, automatiquement il prend. Parce que la politique, c'est quoi? C'est l'image. La politique, là, c'est l'image. C'est pourquoi les hommes politiques, là, le plus important pour eux, c'est leur image. Tout le reste, là, en politique, on n'a pas besoin d'être intelligent. Ce sont tes conseillers qui te rendent intelligent. Sinon, on n'a pas besoin de dire, lui là, il est le plus intelligent. Non, 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 non. Ton image, c'est ça qui compte. Et Ouattara, il sait que s'il s'amuse, quand les gens parlent de, comment on appelle, dialogue, si Ouattara s'amuse à dialoguer avec le président Laurent Gbagbo, il se met au même niveau que le président Gbagbo, mais les élections viennent, Gbagbo gagne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de Ouattara? Les gens se disent quoi? Les gens ont plus confiance au président Ouattara. C'est vrai, les gens m'ont dit que Gbagbo est plus aimé. Mais, Nina, toi, ton banquier là, est-ce que c'est parce que tu l'aimes que tu lui donnes ton argent? C'est pas parce que tu aimes ton banquier que tu vas lui confier ton argent. Un banquier, c'est parce qu'on a confiance en lui qu'on lui confie ses biens. Alors que le président, eux, ils présentent le président Laurent Gbagbo comme quelqu'un qu'on aime. C'est pas parce que nous, quelqu'un, on t'aime qu'on va te confier nos intérêts. Est-ce que tu es capable de garantir nos intérêts? Est-ce que tu es capable de garantir notre sécurité? En politique, là, c'est la confiance. C'est ça qui est le plus important. Vous comprenez? Donc, quand on attend les gens du PPAC, non, lui là, il est le plus aimé. Non, en politique, il n'y a pas fait d'amour. L'amour, ça compte pas. Ce sont les intérêts et c'est la confiance. Et aujourd'hui,
Excusez-moi, mais faites un sondage. Demandez aux gens, entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, vous avez plus confiance en qui? Demandez-les. Ça, ce sont les questions qu'il faut poser. Qui vous trouvez légitime pour garantir vos intérêts? Qui peut mieux protéger vos biens? Qui peut mieux garantir votre sécurité? Mais les gens vont vous dire que c'est Ouattara. Parce que Gbagbo, les gens ne sont pas structurés à son niveau. Alors que Ouattara, on sent que les gens sont bien structurés, tous les rôles sont bien définis. Et c'est le cas au PDCI. C'est pourquoi moi je dis, ces élections qui viennent là, je ne vois pas le PPACI gagner ces élections. Pourquoi? Parce que c'est un pays, c'est un parti en reconstruction, c'est un parti en phase de lancement. C'est comme les gens disent un produit, on le lance. Il faut que le produit atteigne certaine maturité pour qu'on puisse avoir des bénéfices. Alors que le PPACI, ils sont en phase de lancement. Ils vont faire comment pour gagner? Ils ont déjà tué le FPI. Parce que s'ils étaient FPI, ils allaient rendre compte. Mais pour ne pas rendre compte, ils ont créé un autre parti. Parce que s'ils se présentent en tant que FPI, ils vont rendre compte de la gestion de 2010. Mais en tant que PPACI, ils ne vont pas rendre compte. Parce que c'est un nouveau parti. C'est pourquoi ils parlent des fêtes de la Renaissance. Au FPI, c'était la fête de la liberté. Est-ce qu'ils ont pu atteindre cette liberté? Il y a des questions qu'on doit se poser. Mais Renaissance, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché et puis ils vont renaître? Ce sont aussi des questions qu'on peut se poser. Donc, pour moi, les élections qui sont là, je ne sais pas pourquoi le PDCI, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est des élections que le PDCI et soit le PDCI gagne ou bien le RHDP gagne. C'est tout. Nina Soussou, tu es là? Merci beaucoup. Merci Là, il y a des beaucoup. motions, Ok. et puis on attend plus. D'accord, donc on va donner les motions. Après les paroles, et puis je vais montrer un truc. Comme Cheikh est là, je vais montrer un truc rapidement. D'accord, vas-y Dominique, vas-y. Ok. Bon, comme on est là pour apprendre, attends que j'active ma vidéo. Moi, je suis au téléphone, il vient. Non. Ok, enfin. C'est... Oh, toujours. Ok. Comme ça. Voilà. Attendez que je mette un peu de lumière. Cheki, comme tu as dit que le Premier ministre donne des ordres, il a fait une lecture rapidement, c'est sur abidjan.net. Voilà, je vais montrer ça à tout le monde. Je vais parler de 18 février 92. On dit cette année, c'est encore au fond de sa cellule de la prison de Schwengen aux Pays-Bas que Laurent Gbagbo célèbre son 24e anniversaire de son arrestation le 18 février 1992 pour avoir protesté contre l'agression barbare des étudiants par la soldatesque du régime PDCI RDA de Faux-Boigny, pourtant déclaré élu et investi comme tel par le Conseil constitutionnel à l'issue des élections présidentielles de 2010. Le père de la démocratie ivoirienne est détenu dans une banlieue de la Haye. Bon. Le 18 février 92, Laurent Gbagbo et ses camarades du Front populaire ivoirien, mais également d'autres partis d'opposition, ainsi que des militants de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, étaient descendus dans la rue pour protester contre le président Houphouët-Boigny, qui avait refusé de sanctionner les militaires reconnus coupables par la commission d'enquête qu'il avait lui-même mise en place pour faire la lumière sur la descente musclée qu'ils ont faite nuitamment à la cité universitaire de Yopougon. Ce n'est pas parce que ton couteau t'a blessé que tu vas le jeter, avait notamment répondu le président ivoirien d'alors à la commission d'enquête pour couvrir les militaires et leurs commanditaires. Alors que le chef de l'opposition ivoirienne et ses camarades marchaient pacifiquement pour réclamer de l'exécutif l'application effective de la recommandation de cette commission d'enquête, ils ont été sauvagement agressés par des éléments des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Ce jour, de nombreux marcheurs avaient frôlé la mort. De nombreux Ivoiriens anonymes portent encore les stigmates de cette agression aveugle et des hommes en tenue. Plusieurs véhicules appartenant aux leaders de l'opposition, dont celle du secrétaire général du FPI, ont été incendiés en fin d'après-midi. C'est Alassane Ouattara qui apprendra à la nation que plusieurs démocrates ont été arrêtés. Nous avons vu Gbagbo cassé. Il a été arrêté. Avait-il lancé aux Ivoiriens? Le premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, l'actuel chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, avait alors déclaré avoir ordonné toutes ces arrestations conformément aux dispositions de la loi anti-corruption pour justifier son acte. Voilà, c'est un peu ce que je voulais montrer. Donc, ça vous dit que, Cheki, c'est M. Ouattara qui a ordonné l'arrestation du président Gbagbo. Parce qu'il dit que non, ils l'ont vu
marché est cassé. Donc, c'est pour dire encore que sous la mandature de M. Ouattara en tant que Premier ministre, il a fait arrêter le président Gbagbo Laurent, sa famille, son parti politique et aussi plusieurs personnes. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci. Je peux réagir juste une minute. Oui, bon, vas-y, comme il t'a interpellé, vas-y. Dominique, on dit la même chose, mais ce qui est important quand tu lis un article, il y a ce que l'article dit, et puis il y a toi-même ta connaissance personnelle et puis générale de certains sujets. Ici, là, il y a deux mots qu'il faut retenir. La responsabilité, ça incombe au président Alassane Ouattara en tant que chef du gouvernement. Mais l'imputabilité, là, c'est au régime du président Houphouët-Boigny en tant qu'élu. Donc, dans l'exercice de ses fonctions, il a dû peut-être prendre comment on appelle ça, des sanctions, mais il a dû donner des ordres. Ça, c'est dans l'exercice de ses fonctions. Mais le mandat politique, là, revenait au président Félix Houphouët-Boigny. Donc, on dira que c'est sur le régime du président Houphouët-Boigny que le président Laurent Gbagbo a été arrêté. C'est la même chose présentement. Non, je suis un peu d'accord avec toi, mais le décret, là, qui prend un décret, en fait? Non, un décret, c'est le président. Je pense que le Premier ministre prend un arrêté. Ok, il y a eu un arrêté, si c'est un décret ou un arrêté qui a été pris pour la loi anti-casseur. La loi anti-casseur. Attends, quelqu'un peut parler? Non, je suis d'accord avec toi, mais même tout ce que tu dis là, c'est pas que c'est faux. Je suis d'accord avec toi, mais je te dis juste que le gars il était responsable parce que si tu prends l'organigramme de notre administration à l'époque, je pense que le président est au-dessus du Premier ministre. Est-ce qu'au moins tu es d'accord avec ça? Oui, allons-y. Regarde, c'est pourquoi récemment, là, je vais te parler d'un domaine que je sais et puis je vais te faire le lien. Récemment, tu vas voir que dans tous les pays développés, là, quand ils font les lois sur la cybersécurité, là, ils disent que s'il y a un manquement, le responsable peut perdre son poste, mais la première personne, c'est le dirigeant de l'entreprise. Donc, il faut voir que Ouattara, en termes de responsabilité administrative, ça lui incombe, mais en termes de responsabilité politique, je ne pense pas qu'il ait pris cet arrêté-là dans le dos du président Houphouët-Boigny. Ça m'étonnerait. Houphouët était malade, il était à Paris. Il était même pas même s'il était mourant, c'était son pouvoir, il savait ce qui s'est passé. Il était là-bas. Ouattara a pris la loi là. Ils sont allés jusqu'à Paris là, pour qu'il puisse signer tout ça. Mais donc, dans ce cas, le pouvoir était vacant alors. Pourquoi avoir caché que le gars... Non, mais c'est lui le Premier ministre. Non, la question que je pose, sois réaliste. Si tu es en train de justifier que c'est parce que le gars était malade, donc il y avait vacances de pouvoir, alors ça veut dire qu'il était dans l'indisponibilité de gérer, mais on l'a laissé gérer. Ça, c'est pas la faute à Alassane Ouattara. Ça, c'est la faute au peuple, peut-être, ou mais à vous. Parce que si tu es incapable de gérer, on ne peut pas dire parce qu'un chef d'État était malade, donc ce qui s'est fait, ça ne dit encore pas. Non. En 90, Houphouët-Boigny était déjà fatigué à son mandat de don de soi. Si tu viens de parler, il faut passer la parole au frère. Je suis d'accord avec tout ça, mais la question que je te pose... Le monsieur qui a mis aide aussi son profil là, il faut lui passer la parole. Dans le pouvoir d'accord, après à quel dans le droit ivoirien, tout ce que tu vas dire, je suis d'accord, mais il y a la vacance du pouvoir. Si le gars était indisponible pour gérer, on aurait dû prendre les mécanismes qu'il faut. On ne vient pas justifier quelque chose ici sur le fait que la personne a été malade, il n'avait pas la force. Mais on n'a pas constaté de vacances de pouvoir, donc il était bel et bien président. Je pense que vous êtes légaliste, non? Sur le panel ici. Donc, je ne sais pas pourquoi vous donnez les circonstances atténuantes. Ah, c'est qui? Ok. Que si tu finis, passe la parole au frère qui a mis aide sur son profil là. Ok, Dominique. C'est valide pour moi. Ok, juste une motion pour le frère Ecclésias. Il a dit, bon, si aujourd'hui on fait un sondage dans la population pour savoir Gbagbo et puis Ado, qui sécurise mieux vos biens, c'est qui vous voulez revoir au pouvoir, la majorité va répondre Ado. Bon, moi je sais pas déjà sur quoi il se base pour dire ça.
Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un citoyen normal puisse essayer de remettre quelqu'un au pouvoir qui, lui, pendant tout son mandat, n'a fait aucune action pour pouvoir enrichir les Ivoiriens. Parce que c'est sous Alassane Ouattara qu'on voit un président qui prend un décret pour interdire l'importation de véhicules de plus de 5 ans. Ça tue des business ivoiriens, ça tue des entrepreneurs ivoiriens. Sous Alassane Ouattara, il n'y a aucune, comment on dit ça, au ministère, sous son administration, le ministère de la construction, des gens font de la magouille là-bas pour pouvoir faire pleurer des Ivoiriens. Et jusqu'à aujourd'hui, le ministre là, il est encore en fonction. Et hier d'ailleurs, M. Bruno Koné, on lui pose une question à la télé, on lui demande les immeubles qui s'effondrent là. Pourquoi est-ce que le ministère ne fait pas de contrôle? Il répond carrément que en fait, c'est impossible pour le ministère de pouvoir contrôler tous les bâtiments de toute la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui dit ça comme ça veut dire qu'il s'en fout de la sécurité des Ivoiriens. C'est quelque fait banal comme ça. Comment est-ce qu'un Ivoirien normal peut vouloir avoir un monsieur comme ça au pouvoir? Sauf si peut-être tu es envoûté. Donc, je ne sais pas. Mais monsieur Ecclésia, juste une question. Vous êtes de quel parti? Vous avez un parti politique? Et puis après, les autres vont parler. Je peux te répondre? Oui, mais est-ce que vous avez un parti? Juste pour savoir. Hein, si la question n'est pas... Moi, je suis un réaliste. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de parti politique. Ok, faites un commentaire. Après, Dominique va parler. Ok. Quand tu me dis que j'ai donné mes détails, hein, j'ai dit, je prends par exemple sur le plan sécurité. Un pays, on ne le bâtit pas sur des paroles. La première des choses, et je ne sais pas si vous suivez la politique des Européens, mais les Européens, quand ils parlent de politique, c'est d'abord autour des travailleurs. Leur base, là, c'est les travailleurs, parce que c'est eux qui produisent les biens. C'est en Côte d'Ivoire, on fait politique, et puis on parle toujours des pauvres, lutter contre la faim. Alors que la faim, c'est un besoin naturel, on ne peut pas lutter contre ça. Une politique, on la fait toujours autour des travailleurs. Vous comprenez? Quand vous me dites que, est-ce que comment dirais-je, au temps du président Ouattara, il y a la famille, comment dirais-je, Ouattara exproprie les Ivoiriens, Ouattara, ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais si Ouattara exproprie les Ivoiriens et que la majorité des Ivoiriens se sentent lésés sous la gestion du président Ouattara, écoutez, mais pourquoi les Ivoiriens ne se soulèvent pas? Bon, c'est la question que je me pose. Pourquoi les Ivoiriens ne se soulèvent pas? Pourquoi, lorsqu'ils ont pris le président Laurent Gbagbo et qu'ils l'ont amené à la CPI, pourquoi les gens ne se sont pas soulevés? Parce que, écoutez, les gens pouvaient se soulever pour dire non, ils ont amené notre leader, tout le monde allait se soulever pour provoquer une insurrection. Mais cela ne s'est pas fait. Excusez-moi, je peux vous poser une question pendant que vous parlez ou si vous voulez. Hein. Oui, allez-y. Vous demandez pourquoi est-ce que la population ne s'est pas soulevée. Vous voulez qu'on se soulève comment en fait? On pouvait marcher sous Alassane Ouattara? Tu dis comment? Non, tu dis votre conscience. Est-ce qu'on pourrait faire une marche encadrée sous Alassane Ouattara quand M. Gbagbo est allé à la CPI? Le soulèvement là, ça devait se faire comment? Mais écoutez, la CPI c'est quoi? La CPI c'est quelque chose qui a été créé par le Conseil de sécurité. Qui siège au Conseil de sécurité? C'est la France. C'est la France qui a aidé Ouattara à venir au pouvoir. N'est-ce pas? En politique, là, je ne sais pas si vous écoutez bien, Afin N'Guessan a dit quelque chose. Il dit, tu as évolué le débat, laissez ce monsieur-là. Non, laissez-le. Quelqu'un qui raconte... Pardon. Mais vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Afin N'Guessan, dans son dernier discours à la place de la République, il a dit que celui qui maîtrise tout ce qui se passe sur le terrain, c'est celui qui va gouverner. Vous avez écouté tout dernièrement Bitogo. Bitogo a dit quoi? Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Gbagbo n'est pas candidat, Thiam n'est pas candidat, il dit c'est parce que tout va bien au pays. Donc, ce qui veut dire qu'il a ouvert une fenêtre de tir pour dire si Gbagbo doit être candidat, si Thiam doit être candidat, si les autres doivent être candidats, il faut que les choses bougent. Et quand je dis les choses bougent, vous savez de quoi je parle. Donc, imaginez qu'on prenne les armes. C'est pas une question d'armes. En politique, là, quand on prend Gbagbo et qu'on prend le PDCI, les deux, là, ils maîtrisent le sud. Ouattara, c'est le nord. En Côte d'Ivoire, le pouvoir se trouve où? Le pouvoir se trouve au sud. Parce que la Côte d'Ivoire a été divisée pendant près de 10 ans et le pays fonctionnait. On payait même tout ce qui s'est passé au nord. Et ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire d'être leader de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA.
Donc, ce qui signifie que... Essayez de chuter. Ce qui signifie que réellement, le pouvoir se trouve au sud. Et quels sont les deux grands partis majeurs au sud? C'est le PPACI et le PDCI. Si les deux là, ça lie là, Ouattara va céder. Mais vous maîtrisez le sud. Et vous êtes là, c'est Ouattara qui dicte les lois. Vous voulez aller au paradis, mais vous avez peur de mourir. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous avez peur. Mais si tu as peur, la politique là, c'est le courage. Bitogo a dit, vous ne serez pas candidat parce que tout va bien. Et comment faire pour que vous puissiez être candidat? Voici l'équation. Puisque le monsieur, on lui a demandé pourquoi est-ce que Tidiane Tiab, Gbagbo et les autres ne sont pas candidats. Il dit c'est parce que tout va bien au pays. Et donc, remarquez bien, je ne sais pas si vous avez fait ce constat, mais Ouattara... Ok, je vais chuter par là. L'objectif du président Ouattara, c'est quoi? C'est d'inculquer, c'est de mettre dans la conscience collective des Ivoiriens que la présence du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé présente un danger. Donc, le fait que Gbagbo et Blé Goudé ne soient pas candidats, là, ça va apaiser les choses en Côte d'Ivoire. C'est ce que Ouattara, lui, est en train de démontrer. Hein. En 2020, Gbagbo et Blé Goudé étaient là, quand il y a eu les morts, là. Est-ce qu'ils étaient là? J'ai dit. Non, c'est la dernière réponse. Ecclésias, répondez et puis vous allez chuter. Après, dans sa une motion pour vous. Après, c'est à Dominique de parler. Il dit quoi? Vous répondez à sa question. En 2020, Gbagbo et Blé Goudé étaient là quand les Ivoiriens mouraient. Parce que tu parles tu prends Gbagbo et Blé Goudé comme un danger que les Ivoiriens perçoivent. Et puis, de quel type d'Ivoirien tu parles? J'ai dit. Ok, Ecclésias, répondez rapidement à sa question. En 2020, est-ce que le boycott actif, le boycott qu'ils ont lancé là, est-ce que ça aboutit? J'ai dit qu'il y a eu des morts en 2020 là. Est-ce que Blé Goudé et Gbagbo étaient là? Est-ce que ça aboutit? Est-ce que ça aboutit? Bon, ça va, il dit rien de bon. Oui, Ecclésias, vous avez fini. Vous avez 40 secondes. Et puis après, on va avancer. Oh non, c'est tout simplement, c'est pourquoi j'ai dit en politique, c'est quoi? Un politicien, il peut se faire aimer, mais le plus important, c'est quoi? C'est les intérêts qu'il gère. Et pour gérer les intérêts, il faut que les gens aient confiance en toi. Pour moi, si on demande aux gens, voici Gbagbo, voici Ouattara, soyez honnêtes, qui peut mieux protéger vos intérêts? Qui peut mieux assurer votre sécurité? Ils vont choisir Ouattara. Mettez le nom de la liste. Mettez le nom de Gbagbo, on va choisir. Bon, on a compris, Ecclésias. Vous avez fini? C'est mon tour, non, je crois. Oui, monsieur Dominique, un instant. Monsieur Ecclésias, vous avez fini? Je pense. Ok, monsieur Dominique, excusez-moi, il y a monsieur Das qui voulait faire un commentaire rapide. Ah non, il y a le père Das qui a une motion rapidement et puis Dominique va prendre sa prise de parole. L'autre Dominique, Aigle Fali. Monsieur Das, vous voulez faire une motion? Monsieur Das. Ok. Monsieur Dominique. Non, c'est celui il y a quelqu'un qui parlait et qui disait. Une minute. Il a dit il parlait de quelque chose là. C'était monsieur Ecclésiaste. Oui, c'est lui que je voulais faire. Oui, mais c'est lui, il est là. Allez-y. Je voulais lui dire simplement que c'est la politique. Quand la vision politique est éclairée, c'est ça qui sort les gens qui vivent dans le pays de la faim. Voilà, c'est pas autre chose. Il parle des travailleurs, il sait pas du. Parce que Das, on va écouter aussi le frère là, lui qui est à côté de toi, qui a Aigle. Oui, après, Das a 20 secondes, et puis après c'est à lui maintenant. Donc, s'il n'y a pas une vision éclairée, et que la politique qu'il y a envers les leaders politiques n'est pas éclairée, les gens, ils ont faim comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où tout le monde, la vie est devenue excessivement chère. C'est du n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est tout. Ok, merci. Dominique Aigle, allez-y, vous avez 6 minutes. Merci, bonsoir à tous. Bon, moi j'ai écouté, je voulais me prononcer sur le sujet d'Awa Domelo, mais bon, comme le frère Ecclésias il a dit tellement de choses. Non, vous pouvez aller sur le sujet. Hein. Oui, mais je rebondis vite fait sur ce qu'il a dit. Bon, il a eu à dire que la Côte d'Ivoire, il a donné la cartographie électorale de la Côte d'Ivoire, Ouattara contrôle le Nord, et puis
le PDCI avec le PPACI contrôle le Sud, donc logiquement, faut pas avoir une vision, une lecture simpliste des choses. Hein. Le Nord n'est pas peuplé. Hein. Le Nord n'est pas peuplé. Quand vous prenez la cartographie électorale, tout se joue au Sud. Et généralement, c'est celui qui remporte à Abidjan qui remporte les élections. Hein. Puisque y a des bastions au Nord, c'est pour Ouattara. On sait que le centre, c'est pour Bédié. On sait que l'Ouest, c'est pour Gbagbo. Tout le monde est concentré à Abidjan. À Abidjan, il y a tout le monde. Il y a les gens du Nord, du Sud, de l'Est, de partout. Donc, généralement, la bataille même électorale, même là, elle se gagne à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, il y a tout le monde. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Tu as dit que c'est l'ONU qui a créé le truc, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont créé la CPI. C'est pas vrai. La CPI, c'est un traité. Voilà. Même, il y a des membres même de l'ONU qui n'ont pas ratifié. Des membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'ont pas ratifié. Les États-Unis ne sont pas dans le traité de Rome. La Russie non plus. Voilà. Maintenant, tu parles que Gbagbo, il parle trop, que c'est sa communication qui lui attire des soucis, parce que Gbagbo a dit qu'il arrive au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Mais vous ne comprenez que ce que vous avez envie de comprendre. Gbagbo n'a pas dit que son élection était calamiteuse. Gbagbo parle des conditions qui ont été créées par la junte, qui ont été difficiles, qui ont rendu son accession au pouvoir difficile. Maintenant, les gens du RDR, ils peuvent comprendre ça comme ils veulent. Sinon, Ouattara s'est contredit plusieurs fois en public. Ouattara a dit que lui n'a jamais vu Ocampo, le procureur de la CPI. Là. Il a dit que lui n'a jamais vu Ocampo. Pourtant, nous tous, on sait qu'Ocampo, lorsqu'il a été nommé juge, est venu à Abidjan plusieurs fois. Ouattara a dit devant tout le monde entier ici qu'il ne sera pas candidat, non? Ouattara a dit ici que lui, après 80 ans, on ne peut plus rien faire. Ouattara a dit qu'il a une demi-douzaine. Donc, s'il y a quelqu'un qui se contredit en public, c'est bien Ouattara. Et bon, je ne sais pas si tu as fait un sondage selon lequel, si on demande aux Ivoiriens à qui ils font confiance. Bon, moi, je ne sais pas sur quoi tu te bases déjà lorsque tu dis à qui ils peuvent confier leur sécurité. Gbagbo n'est pas responsable, à qui on peut confier les investissements. Mais ce Gbagbo là, malgré que le pays est divisé en deux là, il y a eu énormément d'investissements qui ont été effectués en Côte d'Ivoire. C'est sous Gbagbo qu'on a connu l'arrivée d'autres compagnies de téléphonie mobile, malgré qu'on était en pleine crise. Sous Gbagbo, il y a eu des financements qu'on a reçus même de plein de pays arabes. Donc, lorsqu'on dit que Gbagbo ne rassure pas les gens, je ne sais pas par quoi vous parlez. Et surtout, il y a une chose qui m'agace. Les gens qui justifient la rébellion, là. Je trouve que c'est malsain parce qu'on connaît tous les désastres que la rébellion a opéré, a créé dans ce pays-là. Et les gens simplifient, ils minimisent, ils banalisent même la chose. Que si on a attaqué la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui est le responsable. Donc si on veille une femme, celui qui la veille là, il n'est pas responsable. Hein? C'est la faute de la femme qui a été veillée. Mais où est le bon sens? Mais vous êtes cynique. Et ça, ce sont les gens du RDR, puisque c'est eux qui ont attaqué le pays. Jamais ils n'ont pointé du doigt la rébellion pour dire que vous êtes mal comporté. Mais on accuse toujours la victime. Mais même voir ce Guillaume là, il dit il regrette. Pourquoi vous ne regrettez pas? Moi, je connais des gens dont la vie a été gâchée par la rébellion. Des familles qui ont été disloquées, des gens qui ont perdu leur travail. Moi, j'ai mon ami, son papa était acheteur de produits agricoles à Djoukoui. Quand la crise a éclaté, son papa a perdu plus de 700 millions. Tous ces gros camions ont été brûlés. Ces entrepôts, tout, sont pas fait une dépression. Jusqu'à aujourd'hui, leur famille ne s'est plus retrouvée. Et vous allez venir banaliser la chose en disant que c'est la faute à Gbagbo. Donc, quand les rebelles ont fait la rébellion et puis détourné le cacao ivoirien au Burkina par les vendre là, c'était la faute de Gbagbo aussi. Lorsque les Sorogama détourné, ils ont cassé la BCAO de Man de Boaké là. Ils ont envoyé ça à Ouaga 2000 et puis au Sénégal là. C'est Gbagbo Laurent aussi qui leur a dit non, qu'à fait ça. Lorsqu'ils détournaient l'or ivoirien pour l'envoyer au Burkina là, ils se sont enrichis là. C'est Gbagbo aussi qui leur a dit de faire ça. Mais comment on peut être aussi méchant? Ils disent qu'ils sont venus rétablir une justice parce que les gens du Nord étaient opprimés, étaient persécutés. Pourquoi n'ont pas développé le Nord avec l'argent qu'ils pillaient là?
Et tous nos parents du Nord qui... En fait, je trouve qu'il y a de la méchanceté, quoi. Vous vous dites que vous défendez la rébellion parce que la rébellion est venue défendre vos droits. Mais quand la rébellion arrive, vous fuyez pour venir à Abidjan. Dans toutes nos familles, là, nous, chez nous, à la maison, il y avait 4 déplacés de guerre. Cousins, tantes, tantis, du côté de moi, qui sont venus continuer leur école. Et vous osez dire que la rébellion, ce n'est pas eux le problème, c'est Laurent Gbagbo. Les RDR qui défendent la rébellion là, pourquoi ils ne sont pas restés à Korogo, à Boaké là-bas si la rébellion était une bonne chose pour eux? Vous fuyez la rébellion, vous venez à Abidjan. Babo Laurent vous paye les fonctionnaires qui étaient au nord. Pendant 10 ans, ils ne travaillaient pas. On les payait chaque fin du mois. C'est le temps de Côte d'Ivoire qui faisait ça. Mais ils vont dire que Babo n'a rien fait. Il fallait qu'il reste au nord là-bas. Donc quand vous parlez là, ayez pitié un peu pour les gens. Peut-être que vous n'avez rien perdu dedans. Essayez de chuter, s'il vous plaît. Une minute. Mais ayez pitié pour les gens qui ont perdu beaucoup dans cette crise-là. J'ai même pas pu, tellement ça m'énerve, j'ai même pas pu traiter le sujet. Mais je suis encore là, à mon second tour de parole, je vais traiter le sujet de Dawado Melo. Donc arrêtez. Arrêtez. Oui, on est là. Ok, vous avez fini? Ok, parfait. Je pense qu'il n'y a pas de motion. Un petit commentaire. Oh, ouais, 2 minutes et puis le prochain, ça sera Kokobriko. Après Kokobriko, c'est SAS. Ah, vas-y. Mais c'est pas les PPA seulement qui vont parler. Ok, il y a Mais Ecclésias, ok, patience. Ecclésias, ce n'est pas PPACI. Hein. Il ne sait pas ce qu'il est. Il sait, lui seul, il sait ce qu'il est, mais il n'est pas PPACI. Dominique, 2 minutes, allez-y. C'est même pas pour mon frère Dominique qui a parlé. C'est monsieur Ecclésias, le loup de Guinée. Il faut faire un commentaire, pardon, pour ne pas que ce soit long. Un commentaire. Voilà, ok. 2 minutes. Un commentaire, le loup de Guinée. Quand il dit que lorsque on fait une politique, on fait une élection, c'est pas pour les gens qui ont faim, c'est pas pour les pauvres et autres, et que en Europe, en Occident, c'est pour les travailleurs. Mais c'est faux. Pourquoi, M. Ecclésias, vous nous faites ça même ce soir-là? Pourquoi vous nous donnez en fait quelque chose comme ça? C'est faux. Mais la politique, même quand on va même au sommet de l'État, là, c'est les plus faibles. C'est d'abord les plus faibles qui sont mis en cause. Les travailleurs et autres, on sait qu'ils vont collecter leurs impôts et autres. Je vais prendre un exemple qui est simple. Le président Donald Trump, mais quand il est venu bâtir ça, il a fait campagne là. Il n'a même pas fait campagne même pour les travailleurs ni quoi que ce soit. Il a fait campagne contre les immigrants. Lui, dans sa tête là, c'est les immigrants. C'est les immigrants qui sont, lui, son problème. Donc, arrêtez de dire véritablement, on est si un panel qui est sérieux. Quand vous dites que non, oui, voilà, en Occident, en fait, je ne sais pas c'est de quel Occident vous parlez, hein. Mais personnellement, les pays que moi j'ai fait et que je fais, quand on fait une politique là, la plupart là, c'est pour les gens à faible revenu et autres. Et puis on crée, parce qu'ils ont déjà tout. Eux, ils ont déjà tout. Ils vont venir dire quoi? Ils vont construire pont, ils vont construire route, il y a déjà tout. Donc la politique qu'on va faire là, c'est comment avoir une bonne gestion et surtout penser en fait aux plus faibles. C'est un peu ça. Donc c'est ce que je voulais faire comme commentaire. Merci. Oh, ouais, 1 minute rapidement avant RHDP. Kokobriko, excuse-moi, comme on mélange un peu là. Le frère Dominique, j'ai l'impression que, faut bien suivre l'actualité européenne. La politique en Europe, là, c'est autour des travailleurs. C'est eux qui produisent des richesses. Et ce sont ces richesses-là, la redistribution équitable de ces richesses-là, c'est ce qu'on appelle justice sociale. Quand on fait la politique, là, c'est d'abord pour les travailleurs. En Europe, on donne les logements aux travailleurs avant de donner les logements aux autres. Parce qu'on suppose que lui, il est fiable. Il est solvable. Quand tu n'es pas solvable, là, on ne pense pas à toi d'abord. La société européenne, c'est une société où il faut enlever son argent. Il faut dépenser. Donc, c'est d'abord ceux qui travaillent. C'est comme ça que la société fonctionne. Je pense qu'en Afrique, c'est en Afrique qu'on fait croire aux gens que oui, il faut penser, on pense aux pauvres, non, il faut lutter contre la... Non, hein, les Européens, là, eux, d'abord, là, c'est ceux qui travaillent. Aux États-Unis, il y a des donateurs. Eux, ils ont des entreprises. C'est par rapport à leurs travailleurs, c'est par rapport à leur baisse d'impôts. Vous comprenez? Donc, arrêtez de dire... essayez de chuter. Voilà, il faut qu'il arrête de dire que... Je m'inscris en faux. Et moi-même là, je suis citoyen américain. Dominique, rapidement, les autres vont parler. Voilà, et je connais la politique américaine où vous dites que non, quand il y a des maisons
C'est au... Ok, bon, il a reçu un appel. Monsieur Ecclésias a chuté et puis Monsieur Koulibaly, s'il est RDR, il va parler. Sinon, c'est Cheki qui va parler. Et puis après, c'est Korobiko. Monsieur Ecclésias, vous avez Excuse-moi, fait il peut faire un commentaire, s'il te plaît. Il peut faire Oui, un instant, mais oui, Pardon, je voulais parler au frère Ecclésias. Oui, attends, je vais te demander d'abord. Monsieur Koulibaly, vous êtes RDR? Bon, vous êtes pour ou contre le parti au pouvoir? Juste pour savoir. Parce que ici, c'est un panel neutre. RHDP. Pardon? Je suis Donc, vous êtes RHDP. RHDP. Ok, M. Korobiko, faites un commentaire 2 minutes et puis après, M. Koulibaly va parler, comme il a dit RHDP. M. Korobiko, allez-y 2 minutes. Au fait, je voulais demander au frère Ecclésias, c'est qui il appelle les travailleurs? Parce que chez nous ici, là, quelle est la politique que, comme ça, M. Ouattara a mis en place pour soulager les planteurs? Parce que je suppose aussi que les planteurs, c'est des travailleurs, hein, puisque le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Quelle est la politique qui est faite en faveur des planteurs? Parce que le premier travail que nous les Africains, on a, c'est nos plantations, c'est nos champs. Parce que c'est là-bas les gens travaillent. Voilà, c'est notre premier travail. Donc, quelle est la politique même que M. Ouattara a menée en fonction des planteurs qui peut faire que non, les planteurs se sont sentis bien? Voilà, c'était puisqu'il parle des travailleurs, donc je voulais qu'il me dise un peu ce que M. Ouattara a fait. Voilà. Ok, M. Ecclésias, allez-y, répondez. Écoutez, je ne suis pas le défenseur de Ouattara, mais je vais te répondre. La question, est-ce que les travailleurs, est-ce que les planteurs en Côte d'Ivoire sont organisés? Les planteurs ne sont pas organisés. Pour que tes revendications soient prises en compte, là, il faut que toi-même, tu puisses être organisé. Les paysans en Côte d'Ivoire, ils ne s'intéressent plus à la politique. Actuellement, là, regardez un peu ce que Ouattara fait. Avant d'enlever le nom de Gbagbo, de Tidjane Thiam, eux tous, les Blé Goudé, eux tous, il a fait le prix du cacao à 2300. Le fait que le prix du cacao coûte 2300, vous allez aller dans les villages baoulés. Vous pensez que les baoulés ont le temps de faire politique? Les baoulés n'ont pas le temps de faire politique. Hein. Vous allez aller chez les BT. Les BT actuellement, ils sont au champ. Parce que si tu ne restes pas au champ, ils vont voler ton cacao. Donc Ouattara, il utilise tous les moyens pour museler l'opposition. Le cacao coûte cher. Les gens n'ont pas de temps pour faire politique à l'aile. Actuellement, c'est traite. Hein. Et c'est dans quelques temps qu'ils vont proclamer... Je n'ai pas répondu à ma question. Hein. Je n'ai pas... Je parle même pas de politique. Écoutez, monsieur, vous voyez quand on pose une question très simple, si vous savez qu'il n'y a pas de politique, j'ai pas parlé... On n'a même pas parlé de politique. Mais moi, je peux répondre. Je ne suis pas en train de parler de politique. Attendez, je suis pas en train de parler de politique. 1 minute. Après, il n'est pas obligé aussi de répondre. S'il ne veut pas répondre, voilà. S'il répond, voilà, donc il faut passer la parole. Il faut passer la parole parce qu'il répond. Moi, je peux répondre. Moi, je suis défenseur. Non, Cheki, attends. J'ai dit. Vous voulez répondre à la question, monsieur Ecclésias? Vous n'êtes pas obligé. Non, je vais lui répondre. J'ai dit. Ok, 1 minute. Donnez-moi le syndicat. Monsieur Koulibaly va parler. Toi, dans ton village, je prends par exemple ta ville. C'est quoi le nom des syndicats des agriculteurs de ta ville? Non, pour qu'il y ait une politique, pour les travailleurs, il faudrait qu'ils soient organisés en syndicats. C'est ce que tu me dis. Mais si tu ne revendiques pas... Écoutez-moi. Vous avez dit que la politique est faite pour les travailleurs. C'est ce que vous avez dit. Vous avez 30 secondes. Vous avez dit que la politique est faite pour les travailleurs. Or, chez nous en Afrique, le premier travail que nous on a là, c'est les travaux champêtres. C'est pourquoi le père... Non, écoutez-moi, c'est pourquoi le père fondateur disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Maintenant, puisque vous avez dit que la politique est faite pour les travailleurs, moi, je vous ai posé une question très simple. Qu'est-ce que M. Ouattara a fait pour les planteurs de Côte d'Ivoire? Je ne parle pas des planteurs de cacao. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de planteurs. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de cultures. Le gars te dit qu'il défend pas le pouvoir, donc il n'a pas la réponse. Organisez-vous. Non, la réponse. Attends, moi, j'ai répondu. Il a déjà répondu. Non, Cheki. Non, mais il dit qu'il n'est pas défenseur du pouvoir. Il n'a pas la réponse. Mais c'est bon, en ton temps de parole, tu as répondu. Ok, ça marche. Monsieur Koulibaly, vous êtes RDP, allez-y. Vous avez 6 minutes. Allez-y sur le sujet ou si vous voulez rebondir. Ok, je vais commencer par rebondir. D'abord, le sujet, je vois pas bien ce qui est écrit. C'est en toute petite. Tu peux mettre en grand, mais c'est Don Melo, je vais lire pour vous rapidement. Don Melo, ce qu'il a dit, je déposerai ma candidature, mais j'espère qu'un dernier sursaut, un dialogue aura lieu. Ma décision est mûrement réfléchie. Don Melo est le vice-président, l'un des vice-présidents du PPACI. D'accord, merci.
il y a un intervenant, je n'ai pas bien remarqué son nom, qui disait que pourquoi est-ce que quand il y a eu la rébellion, les nordistes qui ont dit que la rébellion est venue les défendre sont descendus vers le sud. Alors, quand j'ai entendu ce monsieur dire ça, franchement, ça m'a fait de la peine parce que il y a encore des personnes qui ont une configuration de la Côte d'Ivoire dans leur esprit et ils pensent que c'est cette Côte d'Ivoire qui est la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire réelle aujourd'hui. Non. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est une résultante d'un brassage ethnique. C'est une résultante d'un brassage religieux et tout. Donc, il n'y a pas une Côte d'Ivoire du Nord, une Côte d'Ivoire du Sud, une Côte d'Ivoire de l'Ouest. Quand on est en France, quand on est Marseillais, on est français. On n'est pas sudiste. Quand on est lyonnais, on est français, on n'est pas nordiste. Donc, il faut qu'on arrête un peu cette catégorisation géographique des Ivoiriens si nous voulons sortir de cette crise-là. Parce que ce sont ces genres de propos-là qui font que les gens sont braqués les uns contre les autres. Il faut arrêter ça. Ok. Ensuite, il a parlé du violeur du violet. Marquez le mot, s'il vous plaît. Juste dit VIOL, c'est pour le Voilà, panel. il a parlé du VIOL qui est accusé. Il parle de rébellion et tout ça. Mais écoutez, peut-être que la crise, la mère patrie, pour toi, la date à laquelle la mère patrie a été attaquée, c'est 2002. Pour toi, c'est ta date de référence. Mais d'autres aussi, leur référence, c'est pas 2002, c'est 2000. Et il y en a d'autres, leur référence, c'est au temps de Kragbe Nyagbe. Donc chacun, en fonction de son histoire, a une référence à laquelle la mère patrie a été attaquée. Donc ne vois pas les choses seulement de ton côté. Autant tu connais des familles qui ont tout perdu, autant tu connais des personnes qui ont tout perdu, autant d'autres qui ne sont pas de ton bord aussi ont tout perdu. Il faut respecter cela. Sinon, moi, je peux aussi dire que la mère patrie a été attaquée en 2000 à la découverte du Chanel de Yopougon. Parce que ce n'était pas honorable pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, chacun a ses références. Ta référence n'est pas la généralité, la mienne aussi n'est pas la généralité, mais la Côte d'Ivoire a une histoire qu'on ne peut pas effacer. Il y a eu aussi le temps de Kragbe Nyagbe qui fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas aussi occulter cela. Ensuite, il parle du président de la République qui ne respecte pas sa parole, qui a dit qu'il n'allait pas se présenter, qui s'est présenté. Écoutez, mon cher ami, nous sommes dans un système démocratique. Un système démocratique où l'alternance au pouvoir se fait par des élections. Un président peut venir au pouvoir et ne faire qu'un seul mandat parce que quelqu'un d'autre vient le battre dans les urnes. Donc, c'est pas parce qu'un président vient pour 2 mandats qu'il doit forcément faire 2 mandats. On a vu le cas ici de, comment il s'appelle, le président français qui, pourquoi son nom est sorti de la tête? On a des présidents dans ce monde-là qui ont fait un seul mandat parce qu'ils n'ont pas convaincu. Et dans un système démocratique, des gens se sont organisés pour venir les battre. Donc, vous n'allez pas, on va pas chaque fois discuter, faire croire qu'un président vient, il doit finir forcément 2 mandats et puis il quitte pour faire la place à quelqu'un. On ne fait pas la place à quelqu'un dans un système démocratique. On est battu dans les urnes. Donc, que M. Ouattara ait fait 1 mandat, 2 mandats ou qu'il soit revenu se présenter pour un 3e mandat, c'est pas là le problème. Le problème, c'est la capacité de l'opposition à venir le battre dans les urnes. C'est ça qui est le problème. Donc, ne rejetez pas la faute sur quelqu'un qui est au pouvoir alors que vous avez la possibilité de mobiliser vos militants pour aller dans les urnes pour voter. On a vu le Sénégal ici qui a fait la démonstration. Abdoulaye Wade voulait se présenter pour un 3e mandat et il est allé, il n'a pas pu gagner au premier tour. L'opposition s'est coalisée. Ils ont battu Abdoulaye Wade dans les urnes et puis tranquille, c'est fini. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas un pays différent des autres. Donc arrêtez chaque fois de rabâcher les oreilles des gens comme si le président va se lever et puis céder la place, le fauteuil à quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc qu'il ait fait un premier mandat ou pas, c'est à vous de vous organiser pour aller le battre dans les urnes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on sorte un peu de ces théories qui nous mènent toujours à des conflits. Respectons le système démocratique et on va avancer. Maintenant, pour revenir au sujet sur Awadou Melo, ben écoutez, autant il y a des dissidents, il y a eu des dissidents au RHDP. Au RHDP, on a eu des dissidences. On a eu Mabri Touakeuse qui était parti un moment. On a eu Amontano qui était parti un moment. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté le RHDP, Soro Guillaume est parti, et ainsi de suite. Donc autant cela arrive au RHDP, cela peut arriver à n'importe quel parti politique, dont le PPACE aujourd'hui, qui anciennement FPI a vu beaucoup de dissidences. Afin Yessan, Simone Gbagbo, Blé Goudé, Mamadou Koulibaly sont tous partis. Donc ça fait partie de la vie normale d'un parti politique. Aujourd'hui, Awadou Melo veut prendre son envol, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Awadou Melo, non seulement il vise la présidentielle,
Mais Awado Melo veut se positionner aujourd'hui comme le leader de l'opposition parce qu'après 2025, là, c'est fini. Hein? Les grands, les trois grands, comme on les appelait, malheureusement, certains sont décédés. Leur époque est finie. Alassane Ouattara, Gbagbo, après 2025, leur époque c'est terminé. Donc, aujourd'hui, le monsieur, dans Awado Melo, il a une vision plus lointaine. Même s'il n'a pas gagné ces élections, mais il se positionne tout de suite, il va se positionner comme le chef de l'opposition. Et pour les élections locales, ça serait un enjeu très important pour lui. C'est là qu'il va chercher maintenant à s'imposer, à avoir plus de députés, plus de maires et ainsi de suite. Donc c'est vraiment stratégique. Ne regardez pas que les élections présidentielles. Non, regardez un peu plus loin. Et ce monsieur, il voit un peu plus loin. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Normalement, il y a 2 motions pour vous parce que le monsieur que vous avez indexé va remonter. Mais monsieur Kokobriko, allez-y, vous avez 2 minutes de temps que je fasse monter monsieur truc. Monsieur Kedjou, excusez-moi, il y a quelqu'un qui était là avant vous qui avait parlé. Il va juste remonter, après je vais vous faire remonter. Pardonnez. Monsieur Kokobriko, allez-y, 2 minutes. Ok, merci. Ok, monsieur Koulibaly, tout à l'heure, vous avez essayé d'égrener les problèmes qu'a traversé la Côte d'Ivoire. Et je vous ai vu citer le charnier de Yopougon. Moi, mon problème, c'est que aujourd'hui, ça fait 15 ans que M. Ouattara est au pouvoir. Dites-moi une seule fois à quel moment M. Ouattara a essayé de faire la justice ou même d'étayer la lanterne des Ivoiriens sur le charnier de Yopougon, faire mener des enquêtes, faire un procès. Et dites-moi à quel moment M. Ouattara a reçu les parents des victimes du charnier de Yopougon, puisque c'était votre credo. Merci. Ok, concernant le charnier de Yopougon, je crois qu'il y a eu un procès, si mes souvenirs sont bons, il y a eu un procès. Sous Ouattara? Non. J'ai parlé de Ouattara, hein. J'ai dit les 15 ans que M. Ouattara a passé. Non, vous savez. Citez-moi ce qui s'est passé. Attendez, M. Kokobriko, attendez. Quand vous posez non, M. Koulibaly, un instant. Peut-être qu'il veut préciser après, mais Kokobriko, après, il faut le laisser parler. Kokobriko, tu veux préciser quelque chose, ta question? Une précision, moi je voulais faire, j'ai dit, ça fait 15 ans M. Ouattara est au pouvoir. À quel moment le dossier charnier de Yopougon a été ressorti par M. Ouattara pour qu'on puisse faire la lumière dessus et que les parents de ces victimes de ce charnier de Yopougon soient reçus par le président de la République, puisque c'était son cheval de bataille. Merci. D'accord, il va répondre, ne l'interrompez pas, même s'il ne va pas dans le sens, en tout cas, il va répondre à sa manière. 2 minutes, allez-y, M. Koulibaly. Ok. Quand tu poses une question, comme tu l'as si bien dit, merci le modérateur, laisse-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Il y a eu un procès au temps de Gbagbo sur le charnier de Yopougon. On sait comment le procès s'est terminé. Point besoin pour le président qui vient de revenir ouvrir un procès. Ça repose sur quelle base juridique? À partir du moment où il y a eu déjà un procès là-dessus. Ça repose sur aucune base juridique. Ça, c'est toi qui le dis. Il y a eu un procès déjà, ça s'arrête là. Maintenant, tu demandes à quel moment le président a reçu les parents des victimes. Je vais te dire, Alassane Ouattara n'est pas un président qui est venu sur le sceau de la vengeance. C'est pas un président qui est venu pour manipuler, inciter les gens à la violence. Je pense qu'il a fait bien de se taire sur cette histoire-là. Le général Gueye, il a été enlevé à la cathédrale. Hein. Il a été enlevé à la cathédrale, mais vous n'avez pas vu un seul prêtre, ni le clergé impliqué dans le procès. C'était fait à dessein. Il y a des choses qu'il faut éviter dans le pays. Quand on est sage, il faut savoir aussi se taire sur certaines choses. C'est pour te répondre. Ok, Kokobriko, il faut patienter. Après, Dominique, c'est à toi normalement. Donc, si tu veux répondre, tu as répondu. Dominique, votre motion, 2 minutes rapidement. Ok, d'accord. Moi, j'aimerais rassurer M. Koulibaly. Nous, on ne pleurniche pas en parlant de la rébellion. Au sein du PPACI, là, nous, on ne pleurniche pas. Mais à chaque fois que des gens du RHDP vont prendre la parole, le seul argument qu'ils ont, c'est que Gbagbo n'a pas pu gérer le pays, il a laissé la rébellion venir. Alors qu'on sait qu'ils sont responsables de cette rébellion. Donc c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et lorsque M. Koulibaly dit qu'il ne faudrait pas que je cartographie le pays, parce qu'en France, quand tu es Marseillais, on t'appelle Marseillais, quand tu es de Paris, on t'appelle Parisien. Mais écoutez, les réalités sociologiques de la France sont différentes de nos réalités ici. Et c'est pas moi qui le dis. Ce sont les rebelles eux-mêmes là qui ont fait la rébellion en disant que leurs parents du Nord étaient martyrisés, ils portaient boubou. C'est parce qu'ils portaient boubou qu'ils étaient ostracisés. C'est pas moi qui le dis, c'est Sorogum dans son livre « Pourquoi je suis devenu rebelle ». Maintenant, moi je pose la question de savoir, si la rébellion a été salvatrice pour eux là,
Pourquoi les parents du Nord qui sont venus défendre là, pourquoi ils sont venus au Sud comme étant des réfugiés? Telle est ma question. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Donc nous, on ne planifie pas. On veut simplement dire qu'ils arrêtent de dire que Laurent Gbagbo n'a rien fait pour défendre le pays parce que c'est eux qui ont envoyé cette rébellion-là. S'ils étaient républicains, ils allaient se mettre au-dessus de nos différends et puis on allait régler nos problèmes. Vous parlez de Krabé Nyagbe qui avait été assassiné au temps d'Oufoui. Mais est-ce que les bétons ont fait une rébellion à cause de ça? Bien sûr que non. Donc votre raisonnement, excusez-moi, mais il ne tient pas. Ok, bon, normalement, on ne répond pas aux commentaires, mais monsieur, vous parlez 1 minute pour commenter, et puis après, c'est à Bobrico de parler. Après, c'est Cheikh, après, c'est ça. Oui, allez-y. Krabé Nyagbe, c'est la rébellion de Krabé Nyagbe qui a été matée. Une fois que ça a été maté, il n'y a plus de rébellion. C'était une rébellion qui a été matée, et non l'inverse. Donc, ne viens pas modifier l'histoire. Tu parles de rébellion, mais Soro Guillaume est votre allié aujourd'hui. Vous êtes bien placé pour lui poser des questions, pour lui demander des comptes sur la rébellion, pas à moi. Moi, je vous ai jamais dit que Gbagbo n'a pas sécurisé le pays, c'est pour ça que la rébellion est arrivée. Aujourd'hui que Soro Guillaume est de votre côté, vous êtes bien placé pour lui demander des comptes sur la rébellion. Maintenant, parlant des personnes qui ont fui du nord pour venir au sud, mais quand c'était chaud à Abidjan, vous-même qui étiez à Abidjan, les jeunes, soi-disant jeunes patriotes qui barraient les routes, ils sont allés où? Pourquoi ils ont fui d'Abidjan? Pourquoi on se retrouve à des camps de réfugiés à Lomé, au Ghana, d'Ivoiriens? Pourquoi ils ont fui? Donc c'est la même chose aussi. Chacun fuit pour sa sécurité. Ok, 10 secondes pour chuter. C'est bon, j'ai fini. Ok, merci. M. Dominique, si vous voulez rebondir, attendez un autre tour de parole. M. Kobobriko, allez-y, vous avez 6 minutes. Après, c'est Cheikh, après, c'est M. Sass. Ok, merci. Bonsoir à tous et puis merci de me donner la parole. Au fait, moi, je voulais essayer de revenir un peu sur ma motion, puis après, je vais aborder le sujet du jour. Voilà, vous voyez, moi, il a juste posé la question parce que tout à l'heure, le monsieur disait que M. Ouattara est venu, il ne veut pas être revanchard, il ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. Vous savez, un charnier là, ce n'est pas une question de remuer le couteau dans la plaie. Un charnier là, c'est un drame. Le drame que comme ça, la rébellion a commis en Côte d'Ivoire ici là. Quand Ouattara sera plus au pouvoir là, on va revenir là-dessus. Les 3000 morts là, Gbagbo allait à la CPI, on dit, c'est pas Gbagbo qui a fait les 3000 morts. Les responsables de ces 3000 morts là, on va les trouver. Parce que dans un pays, c'est l'impunité qui fait que on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Depuis le RDR dans l'opposition, à chaque fois, le charnier de Pougon. Moi, j'ai vu que quand Ouattara serait venu au pouvoir, on allait éclairer, on allait faire la lumière sur cette histoire de charnier. Mais ça fait 15 ans. Et à chaque fois, même les responsables du RDR, quand ils se retrouvent dans des tribunes, ils parlent de ça. Et ils le disent de façon vulgaire. Mais vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce qui vous empêche de faire la lumière sur cette histoire du charnier? Vous n'avez même pas été capable de répondre. Ça veut dire que vous vivez, vous savez que vous vivez dans le mensonge. Même au sommet de l'État, vous vivez dans le mensonge. Et c'est pas bien pour un État. C'est pourquoi à chaque fois on se plaint de vous. Moi tout à l'heure, il y a le frère Ecclésiaste qui disait que non, on ne confie pas son argent à un banquier parce qu'on l'aime. On confie son argent à un banquier parce qu'on lui fait confiance. Si vous voulez faire confiance à M. Ouattara, ça c'est votre opinion. Mais il y a nous autres là qui ne faisons pas confiance au président Ouattara parce qu'il ne tient pas parole. Et pour ça là, c'est dans les urnes, nous on veut s'exprimer. C'est pourquoi on demande à ce que le jeu électoral soit ouvert. Tout à l'heure, moi j'avais voulu poser une question à Dr Ibrahim qui faisait référence à 2010. Où il disait que non, le président Ouattara a eu 32% et le président Gbagbo a eu 36%. Moi, il voulait poser la question de savoir, les 32%, les 36% que Gbagbo a eu là, est-ce que le Nord en faisait partie? Non. Vous avez divisé le pays en deux. On avait demandé à la rébellion de désarmer. Ils n'ont pas désarmé, ils sont restés avec les armes au Nord là-bas. Vous devez avoir honte de ça. Malgré le pays est divisé, malgré que vous ayez pris une partie de la Côte d'Ivoire, vous êtes venu deuxième, vous êtes venu aux élections, vous avez été deuxième. Non, ça veut dire que vous ne faites pas le point dans le pays.
Depuis que M. Ouattara est au pouvoir, là, quel était le candidat sérieux qu'il a affronté? En 2015, là, il a été plébiscité. En 2020, c'est contre KKB. Ça veut dire qu'il va rester au pouvoir comme ça, sans compétir. Et il va rester là. Et puis, on s'éteint, on le regarde et puis on le laisse faire. Non. Non. Si on se plaint aujourd'hui, là, c'est parce qu'on veut que les jeux électoraux soient ouverts. C'est parce qu'on veut que la liste électorale là, soit transparente. On ne peut pas comprendre que sur une liste électorale, il y a des gens qui n'ont ni père ni mère là-dessus. Pourquoi? Vous refusez d'auditer la liste électorale, puis vous voulez aller aux élections. Vous revenez au sujet de Awa Dombelo. Même si Awa Dombelo aujourd'hui est candidat, il va aller aux élections avec quelle liste électorale? Avec quel CEI? C'est la base d'abord. Aujourd'hui, le combat qu'on est en train de mener là, c'est pas un combat de oui, Gbagbo va être candidat forcément. Mais même si Gbagbo est candidat, quand on va aux élections avec cette liste électorale, mais l'élection est déjà biaisée. Avec cette liste électorale, l'élection est déjà biaisée. Parce qu'on l'a constaté sur plusieurs choses. Aujourd'hui, vous parlez des mairies, les mairies qui sont raflées par le RDR. Vous pensez que, par le RADP, vous pensez que les villes, surtout les villes que vous citez, les Daloa et autres, là, ici, là, vous pensez que si c'est une liste électorale transparente, là, vous pouvez gagner là-bas? En votre âme et conscience, vous pensez que vous pouvez gagner dans ces villes-là? Ne vous foutez pas des gens. Vous ne pouvez pas être là en train de dire que vous avez un précaré et puis dire que chez les autres, vous allez venir, et puis c'est là-bas, vous allez venir partager les voix avec les autres. De toute façon, vous avez votre précaré, à nous autres, on a nos précarés. Le comportement que vous avez là, ça va faire que l'Ivoirien sera retranché dans son coin. Et c'est pas bon. Le comportement que vous avez là, ça va faire que chacun sera retranché dans son camp. Parce que moi, tu ne peux pas me dire que toi, c'est ton fief qui est au nord, et puis tu vas venir chez moi pour dire que non, toi, tu vas venir partager chez moi avec moi. Pourquoi? Pourquoi? On ne peut pas vivre comme ça dans un état. C'est pourquoi moi, très souvent, quand je fais ces débats avec ces gens, certaines personnes ici, moi, je leur dis que vous-même, franchement, là, si vous êtes des Ivoiriens, là, il y a des raisonnements où vous n'allez pas avoir. Tout à l'heure, toi, Koulibaly, tu es en train de dire que la Côte d'Ivoire est cosmopolite. Mais qui est venu avec cette division dans la Côte d'Ivoire? C'est votre mentor. Il est venu, il dit parce qu'il est du Nord, qu'il est musulman, c'est pourquoi on ne veut pas qu'il soit candidat. Avec cette phrase, il a divisé la Côte d'Ivoire. Vous voulez amputer ça aux gens. Pourquoi? Aujourd'hui, vous vous plaignez. Gbagbo xénophobe. Aujourd'hui, Gbagbo, il a fait exprès pour m'aller voir ce maintenant. Vous ne savez plus quoi dire. C'est maintenant Simone Gbagbo, maintenant vous soutenez. La dame que vous étiez en train de dire avant que c'est elle qui monte Gbagbo, c'est elle qui monte Gbagbo aujourd'hui, c'est elle qui est devenue maintenant la bonne dame. Et c'est votre propre soeur maintenant qui est devenue la mauvaise femme. Vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous faites. Et c'est pourquoi très souvent, moi, je suis mal à l'aise avec vous quand je fais les débats avec vous. Nous sommes des intellectuels. Ok, oui, je vais chuter. Nous sommes des gens responsables qui sont malades à l'école. Et il y a des choses qu'on voit et puis on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'on attend et puis on ne peut pas accepter. Vous ne pouvez pas venir nous dire des choses que nous-mêmes, on voit et puis vous voulez nous dire que c'est le contraire. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, dit que Awa Dombelo est candidat, moi je pense qu'il va à sa propre pète. Parce que tu es candidat. Bon, tu es candidat sur quelle base? Si tu veux être candidat avec une liste électorale. C'est le problème qu'il faut poser à la base d'abord. Donc voilà, donc c'est par là que je voulais chuter. Merci de me donner la parole. D'accord, merci beaucoup. Je peux me répondre? Non, bon, on écrit d'abord Mousson dans les commentaires, mais allez-y, okay. Commentaire rapidement, après c'est à Cheki de parler. Ok, après Ecclésias Koulibaly, après c'est Cheki. Ecclésias, allez-y rapidement. Moi, si j'avais une motion. Ok. Non, Cheki, après c'est à toi de parler. J'aimerais dire au frère Brico d'être pragmatique et d'être... La politique, là, c'est un coin de cynisme. Tu vois, non, il n'y a pas d'état d'âme dans la politique. Les histoires de lui là, il ment, lui là, il ment pas. En politique, là, tu ne dois pas mentir à un juge, tu ne dois pas mentir sur ta déclaration d'impôt et tu ne dois pas mentir sur certaines choses. C'est-à-dire, tout, si il y a des trucs, bon, à cause de TikTok, il y a des trucs que je n'aurais pas dit. Mais en politique, on peut mentir. Le mensonge, ce n'est pas interdit en politique. Parce que j'ai l'impression que tu veux nous faire croire que tu veux un monde manichéen. C'est-à-dire, on a d'un côté les gentils qui sont les gens de Gbagbo et de l'autre côté les méchants qui sont les gens de Ouattara. Mais Ouattara, il fait la politique
il utilise tous les moyens pour atteindre le pouvoir. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est d'atteindre le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu gères bien ton pouvoir. Mais vous, comment quelqu'un peut être au pouvoir et accuser l'opposition de tricher aux élections? Moi, c'est quand nous on était au pouvoir, on dit l'opposition triche aux élections. Mais comment on peut accepter que nous-mêmes on est au pouvoir? Nous-mêmes, comment dirais-je, on compose notre devoir. Et puis on échoue dans ce devoir que nous-mêmes on a composé. Mais c'est insensé. Il y a des erreurs que nous avons faites. Et le problème, c'est que nous ne voulons pas tirer les leçons de notre passé. Et on continue toujours de faire si comme le problème c'était les autres. Il y a des erreurs qu'on a faites par le passé. Ouattara, lui, il est réaliste. Ouattara, il ne joue pas avec ses ennemis. Quand il sait qu'on doit piéger l'ennemi, il le piège. Et ça, il est intransigeant dessus. Quand tu dis oui, ils ont bouclé le Nord, mais ils ont bouclé le Nord. Le Nord, on le boucle. En politique, on boucle son fief. Mais d'accord. 10 secondes pour chuter. Nous, dans notre fief, on refuse de boucler nos fiefs. Je prends par exemple, j'ai dit toujours, dans le Sud, c'est nous qui sommes majoritaires dans le Sud. Si on calcule bien, si on fait la sommation du PPACI et le FPI, c'est le FPI, les deux là. Voilà, ce sont les deux là qui sont majoritaires. Vous prenez les élections à Abidjan. Si le PDCI et le PPACI font une union, le RHDP, s'ils ont trop gagné, peut-être ça très vite. Sinon, toutes les communes seront remportées par... Mais on refuse. Vous comprenez? Ne les accusons pas si ils bouclent leur région. C'est la politique qu'ils font. Arrêtez de pleurer. Donc, si je comprends... Donc, si je comprends... Seulement après que Koulibaly fait oui, sa motion. Donc, si je comprends, pour vous, faire la politique, c'est être malhonnête. Mais tout à l'heure, dans votre... tout à l'heure, vous étiez en train de dire que on confie son argent à quelqu'un de confiance. Bon, comment est-ce que vous voulez que nous on confie notre destin à un menteur? Vous voyez l'incohérence dans ce que vous dites. Moi, j'ai dit que la politique, non, écoutez-moi bien. La politique, on peut la faire de façon saine. Il y a des États là, dans le monde ici, il y a des États où on ne ment pas. Il y a des États là où un élu n'a pas le droit de mentir. C'est que chez vous en Afrique ici, ou bien chez vous au RDL là, vous pensez que quand on veut faire la politique, il faut forcément faire le mensonge. C'est pourquoi aujourd'hui, vous passez tout votre temps à mentir. Mais c'est quel Moi, je comprends maintenant. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Monsieur Ecclésia, laissez-le chuter. Après, vous allez avoir un autre temps de parole pour bien détailler. Hein. Monsieur voilà. La politique est faite pour des gens qui doivent travailler pour leur peuple. Or, pour travailler pour ton peuple, il faut être honnête. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple d'un banquier. Si tu n'es pas honnête, on te donne notre argent, pourquoi? Oui, voilà. de chuter. Voilà, monsieur Koulibaly, allez-y, vous avez 2 minutes pour votre motion. Après, chaque séance, il a fait une petite pause musicale, pardon, 4 minutes pour tapoter, pardon. Et puis après, tu vas prendre. Koulibaly, 2 minutes. Il a parlé d'élections municipales que le RDA aurait gagné sur la base d'une liste électorale à la faveur du RHDP. Je tiens à rappeler à celui qui parle, peut-être je ne connais pas son âge, mais il y a 24 ans de cela, le RHDP a remporté les élections en Côte d'Ivoire ici, sous le régime Gbagbo, en 2001, et même le maire de Gagno a été un maire RDR. C'est sur la base de cette même liste électorale qu'on a continué à actualiser jusqu'à aujourd'hui. Donc arrêtez de donner l'impression qu'il y a de la manipulation. On était dans l'opposition quand on a gagné ces élections-là. Et c'est cette leçon que vous devez retenir. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition, organisez-vous sur le terrain pour convaincre les gens d'aller vous voter. Que Ado ait menti ou pas, c'est pas ça qui est le problème. Toi, qui tu peux mobiliser pour aller dans les urnes, pour aller le battre? C'est ce que M. Ecclésias disait tout à l'heure. Il n'est pas militant RHDP, mais c'est quelqu'un qui est logique, qui est cohérent. Il est en train de vous dire, tout ce tapage, ces injures sur les réseaux sociaux là, ça ne vous mènera nulle part. Organisez-vous, on va aller aux élections, le plus fort va gagner. Point barre. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, cette histoire de catégoriser les Ivoiriens, le fief du Nord, moi j'ai dit tout à l'heure, en France, le Lyonnais, il est français, le Marseillais, il est français. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, on veut continuer à cantonner les gens dans des régions. Le mariage de Simone Gbagbo et le mariage de Nadi Bamba et M. Gbagbo Laurent, c'est pas un nouvel exemple. Hein. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont issus de mariages mixtes en Côte d'Ivoire. Donc ne prenez pas le mariage de Nadi Bamba et choses pour venir nous distraire. Je termine sur Simone Gbagbo dont tu parles. Tu dis qu'aujourd'hui le RHDP soutient Simone Gbagbo. Mais je te rappelle que Guillaume Soro, il est officiellement membre de votre coalition. Pourtant hier, celui-là on disait que c'était un cadavre ambulant. Hier, on cherchait à l'abattre. Mais il est aujourd'hui avec vous dans votre camp.
Comment voulez-vous que des membres du RHDP ne soutiennent pas Simone Gbagbo? C'est de la politique, c'est ce que Ecclésias a dit, c'est de bonne guerre. Donc, où est le problème? Autant vous êtes amis à Soro Guillaume, autant nous on peut être amis à Fingissa ou à Simone Gbagbo. C'est ça aussi, ça, la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez 10 secondes, après 10 secondes, monsieur. On ne peut pas se regarder en chien de faïence. Voilà. Merci. Oui, attends que Gobeko va rebondir s'il veut, 1 minute. Et puis, ok, non, je vais répondre juste 1 minute. Juste une minute. Voilà, vous voyez, monsieur Koulibaly, la personne qui a parlé de catégorisation des Ivoiriens, c'est monsieur Ecclésias, dont vous êtes en train de faire l'éloge. C'est lui qui est venu dire que les autres ont bouclé les fiefs, nous aussi on doit boucler nos fiefs. Or, c'est pas ça la politique. Vous comprenez? Et puis, je ne sais pas, quand vous parlez de Soro Guillaume a été premier ministre de Laurent Gbagbo. Donc, il connaît Soro Guillaume. Il a déjà travaillé Soro Guillaume. Donc, si on dit travailler Soro Guillaume, il n'y a pas de problème. C'est lui qui ne savait pas ce qu'il faisait. Maintenant, peut-être qu'il s'est rendu compte. Non, Gbagbo Laurent a travaillé Soro Guillaume et c'est ce qui nous a conduit aux élections. Parce que lui, il a fait avec une bonne foi. Il a fait de bonne foi. Mais est-ce que vous faites les choses avec une bonne foi? Non. Vous ne faites pas des choses avec de la bonne foi. C'est là le problème. Sinon, on n'est pas obligé de venir faire la politique. Et puis, on n'est pas obligé d'être mesquin pour faire la politique. Non. On peut être honnête et faire la politique. Et puis, on peut faire la politique et puis vivre. Okay. Voilà, c'est pas là que je voulais chuter. Dominique, tu vas faire un commentaire rapide. Après, je vais présenter le panel pendant la petite pause de 4 minutes pour papoter, partager. Et puis, quand on revient, chez qui prend? Il n'y a pas de souci. Monsieur Ecclésias, c'est bien monsieur Koulibaly qui vient de parler là. Quand on parle de catégoriser les Ivoiriens, ils disent que non, il faudrait qu'on aille sur le terrain pour remporter. Mais si la CEI là, ça appartient au RHDP. Si toutes les institutions de la Côte d'Ivoire appartiennent au RHDP, quelle politique on peut faire en fait? Aujourd'hui là, vous faites tout et n'importe quoi, tout vous appartient. Comment est-ce que, bon, des gens qui se reconnaissent anti-Diam-Tiam, vous dites que leur candidat ne peut pas être candidaté. En Gbagbo Laurent, vous dites que non, oui, voilà, en fait, vous mettez tous les artifices. Quelle politique vous voulez qu'on fasse, en fait? On a vu même le monsieur Assalé Timoko, même pour qu'il gagne dans sa région à Tchassalé, là, vous avez voulu faire des manigances et des magouilles, reprendre des élections. Comment vous, là, même, souvent, je me demande, quand vous finissez de parler là-haut, quand vous êtes assis là, est-ce que vous ne vous dites pas que non, vous êtes vraiment dans un monde utopique? Catégoriser les Ivoiriens, qui était le premier à dire, c'est parce que je suis musulman et du Nord qu'on ne veut pas que non, je sois candidat. Mais c'est M. Ouattara qui a commencé à catégoriser tout le monde. Qui a commencé à parler des fiefs. Mais c'est M. Ouattara et puis c'est le RDR. Nous au Nord là, c'est Ouattara qu'on connaît et c'est à foison. Mais quand vous dites que non, vous avez remporté les élections en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Mais quand c'est comme ça là, ayez un peu honte pour dire que sous Laurent Gbagbo on a vécu dans une république. Mais et dans ce pays là, en ce moment là, l'opposition peut remporter quoi? Parce que vous avez tout muselé. Parce que quand vous mangez là, vous mettez vos deux mains, 2 pieds, ventre et autres. Donc, ayez un peu honte quand même. Merci, Hacker. Ok, alors, s'il vous plaît, bienvenue sur le panel de Nina Chouchou, le seul panel neutre de TikTok. Ici, tous les avis sont les bienvenus. Tous les modérateurs sont de divers partis politiques. Et ici, on n'insulte pas personnellement, on argumente. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.